Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débugger un projet dans Composer Studio. Je vais vous montrer aussi un exemple de projet que vous pouvez télécharger et compiler sur votre machine. Les ressources ainsi que le code utilisé dans ce projet-là seront dans la description du vidéo. Sans trop tarder, allons-y. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer la structure de ce code-là et la structure que je vais utiliser pour faire mes vidéos et mes projets et tout ce qui va suivre, ça va pas sortir de ce cadre-là. Donc là, je vais commencer avec un petit projet que je vais le mettre dans la description. Mais c'est un projet qui est vide, c'est un projet qui a que les liens, que le compilateur, que les ressources, il n'y a rien dedans. J'ai décidé de commencer avec ce GPIO là parce qu'il y a quand même du code dedans, on peut expliquer pas mal de choses, on peut se faire des liens avec le datasheet et expliquer comment ça se passe si on veut développer. Mais je vais le mettre aussi dans les ressources si jamais quelqu'un veut le télécharger, veut se baser sur cette structure là et commencer son développement, il n'y a aucun problème. Donc là, comme vous voyez ici, c'est ça le projet. Donc il contient plusieurs éléments. Il contient les éléments, les binaires, à savoir les choses à la sortie de la compilation. Le compilateur va mettre en place ces fichiers ici. Il y a les includes qu'on a demandé au compilateur là où il doit partir chercher les fichiers et les fichiers de compilation qui sont reliés au compilateur. Il y a deux fichiers, pour l'instant je vais les supprimer parce que ce sont des fichiers et des dossiers qui sont générés à la compilation. Il y a aussi un dossier qui s'appelle target config. Le target config contient un fichier de configuration qui nous permet de configurer notre device et de télécharger notre code dans le device. Après, il y a un dossier qui s'appelle tsdsp manage. Ce dossier-là, il contient toutes les ressources qui sont offertes par TI qui nous permettent de développer d'une manière plus flexible, d'une manière rapide et nous offre des drivers, quoi. Donc dans ce dossier-là, il y a deux autres dossiers. Attends, je vais réduire ça. Donc le premier dossier contient un dossier qui s'appelle include e-source et le deuxième parce qu'ils sont tous regroupés dans le même endroit, les sources et les headers. Donc il n'y a pas de dossier include ni de dossier source. Donc si j'ouvre le source par exemple, je vais trouver ça. Si j'ouvre le include, je vais trouver les fichiers headers de chaque fichier. Donc ici vous remarquez qu'il y a un petit lien, qui a une petite flèche ici, une petite flèche ici, une petite flèche ici. Ça veut dire que les fichiers là que vous voyez ici, ce ne sont pas des fichiers qui sont dans le projet. Ce sont des liens symboliques qui sont pointés sur le dossier C2000ware et que le CCS, le Code Composer Studio, il va les aller chercher et il va les ramener ici, il va les compiler sans faire de copie. Donc je vais vous montrer dans le TI, le répertoire de TI, ces documents-là pour que ça vous parle. Donc voilà, donc ici TI nous offre deux trucs. La première chose, c'est un dossier qui s'appelle le Device Support et la deuxième chose, c'est les drivers libres. Donc dans le Device Support, si on cherche notre device sur lequel on va développer, donc on va aller dans les commands. Donc dans les commands, il y a les include. C'est tous les dossiers, tous les fichiers que vous voyez ici. Et il y a un fichier qui s'appelle source. C'est tous les trucs qui sont là. Moi, en fait, j'ai créé un lien vers ce répertoire-là qui sera enregistré dans le projet. Vous n'allez pas trouver ces fichiers-là dans le projet quand vous allez le télécharger la première fois. Vous allez les trouver ici après installation de C2000ware. Donc, si vous êtes, c'est-à-dire vous avez regardé directement cette vidéo, je vous invite de regarder la vidéo précédente qui porte sur l'installation de Code Composer Studio et de C2000ware. J'ai expliqué tout ça et c'est très important de le savoir parce que c'est des choses qu'on va utiliser souvent
et qui nous permettent de développer plus rapidement et d'une manière plus facile. Donc ça, pour l'include, ce sont les fichiers include qui sont là, et le source c'est les fichiers qui se trouvent dans le source, bien entendu. Common source. Pardon. Ça, ce qui concerne le device support. Après, il y a un truc qui s'appelle driver lib. Donc dans le driver lib, c'est aussi dans le même répertoire. C'est celui-là. Donc TI nous offre un driver lib pour les devices suivants. Nous, on va choisir celui-là. Et dans le driver lib, il y a tout ça. Donc vous allez me dire, bah, tu as créé un pointeur sur ce répertoire-là et on ne voit pas les deux dossiers-là, on ne les voit pas ici, bien évidemment, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Donc si on regarde à l'intérieur de ça, c'est en fait... quand vous c'est-à-dire si vous laissez ces deux dossiers là dans le dossier, moi bien évidemment je l'ai filtré dans les propriétés de ce dossier là, bah, ça va vous compiler tous les fichiers de driver là sous forme de point lib. Et pour l'instant je vois pas l'utilité de compiler en point lib parce que je veux savoir tout. Je veux avoir une visibilité 100% sur mon projet, tous les fichiers, toutes les ressources, tout quoi. Donc j'ai pas besoin de les compiler pour l'instant. Donc je filtre ces trucs là et je laisse que les fichiers qui m'intéressent du driver que je vais utiliser. Donc là, et ici il y a un troisième fichier que j'ai appelé tsdspmanagex.h. Donc j'ai créé ce fichier là si jamais je voulais externaliser quelque chose qui est dans ce module là vers les autres modules. Donc moi je le fais d'habitude parce que des fois je voulais utiliser une variable ici qui est déclarée ici. Je vais pas tout externaliser, je vais externaliser juste les variables dont j'ai besoin. Donc je les externalise ici et je les inclus dans mon point C ici et ça marche très bien, très nickel et ça donne un code qui est vraiment propre et qui est très lisible et on sait cette variable a été déclarée où, il était produit où, il était consommé où. Donc voilà. Donc vous allez me poser une question, pourquoi toute cette complication, pourquoi on fait appel à tous les drivers dans le projet. Bah pour moi c'est très important parce que c'est-à-dire c'est une structure qui me permet d'aller plus rapidement. J'ai pas besoin d'aller chercher les fichiers chaque fois. Par exemple je veux un fichier ici, je dois aller chercher là-bas ou dans le répertoire, bah je double-clique ici et j'ai tout devant moi. Si jamais je veux utiliser un driver, bah je viens ici, je double-clique, c'est-à-dire j'appelle la fonction, je donne les arguments et je développe mon code d'une manière très simple et j'ai pas besoin de faire ni include dans le projet ni rien du tout parce que tout est inclus derrière. Ce truc là il s'est bloqué, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Pour moi c'est tellement flexible et j'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça. J'ai tout devant moi, j'ai pas besoin de faire des trucs pour chaque fois j'ai besoin d'un fichier, il faut aller le chercher, c'est-à-dire donner le path au compilateur pour qu'il le compile. C'est tellement pénible à chaque fois. J'ai décidé de le faire une fois pour toutes et comme ça la prochaine fois, les prochains tutoriels on parle plus. Donc ça c'est ce qui concerne la structure du projet. Et après en fait vous remarquez il y a un truc qui s'appelle Active Flash. Donc quand tu vois ici Active Flash, c'est-à-dire que ce code là il va être compilé pour la flash et en mode de débugage vous allez flasher, c'est-à-dire charger le code dans la flash. Donc moi en fait j'ai fait deux choses qui sont distinctes. Donc vous pouvez le remarquer ici, il y a un code pour la RAM, il y a un code pour la flash. Et ici vous voyez qu'il y a des fichiers qui sont exclus de la compilation pour la flash. Et si jamais je switch vers la deuxième, c'est-à-dire je fais set activate, j'active la RAM, bah elle va exclure tout ce qui est flash. Elle va me d'exclure
inclure les fichiers qui sont utilisés pour la RAM. Et là, quand je build, je build pour la RAM. Donc je vais faire un premier essai pour la RAM pour vous montrer. Donc je clique sur build. Donc là, après la compilation, donc il a compilé et il nous a affiché un build finished, c'est-à-dire qu'il a compilé. Et vous remarquez que il a créé un dossier qui s'appelle RAM parce que j'ai compilé pour la RAM, et dans ce fichier là il y a les fichiers .out que je vais flasher dans le DSP. Pareil, si je veux flasher pour la flash, je clique ici et je compile pour la flash. Donc le processus de compilation, ça prend un peu de temps parce qu'il compile tous les fichiers qui sont dans le projet, mais il inclut dans le .out les fichiers qu'on a utilisés bien entendu. Donc donc comme vous voyez ici, il a créé un dossier qui s'appelle .flash qui contient aussi le .out pour la flash. Donc ça c'est la structure du projet. Après je vais faire un petit survol sur les paramètres de compilation. Donc je commence ici général. Donc dans le général, j'ai utilisé la dernière version de compilateur de TI, la version 20. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire après l'installation de Code Composer et tout, donc cette version V20, c'est-à-dire il y a quelques petits problèmes qui sont générés durant quelques compilations. J'ai compilé plusieurs projets et j'ai eu des problèmes de compilation liés à cette nouvelle version. J'ai contacté TI pour les informer, c'est-à-dire pour demander des explications sur ces effets de bord de compilation. Et je pense pour l'instant il n'y a aucun problème d'utiliser cette version dans ce projet là. Mais s'il y a un souci ou vous remarquez quoi que ce soit, ou vous avez un problème avec la compilation ou quoi, vous me laissez un message dans les commentaires, je vais vous répondre dans les plus brefs délais. Donc là dans la première, ça c'est projet. Pour la configuration flash, on a ça. Product, on a le package C2000ware. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi C2000ware, je vous invite de regarder la précédente vidéo qui porte sur Code Composer Studio et C2000ware. C'est là où on a installé CCS et C2000ware. Ici dans les linked resources, ça c'est très important. Donc ici quand vous voyez que le projet il sait là où il peut chercher ses includes, il sait où il doit chercher ses sources. Là par exemple les includes, les sources, les librairies, les includes des librairies, tout est bien défini ici. J'espère que ça reste comme ça quand vous allez télécharger le projet chez vous et vous allez le compiler. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise, mais s'il y a des surprises et tout, n'hésitez pas de me contacter, il n'y a aucun problème sur ça. Et ici c'est les liens symboliques que j'ai ajoutés. Donc je vais revenir ici. Une autre chose qui est importante ici, ça c'est très important, c'est qu'il faut mettre floating point modex relaxed. Il faut que ça soit relaxed. Include, là c'est tous les includes, les répertoires des includes des fichiers que le compilateur va les chercher quand on va faire appel à un fichier .header. Et ici c'est aussi important, il faut absolument définir CPU1, sinon le projet ne compile pas. Il va vous obliger de définir CPU1 ou CPU2 parce qu'il y a deux cœurs dans le DSP et lui il doit savoir sur quel CPU il va flasher, enfin il va compiler pour flasher. Une autre chose, il y a un flag qui s'appelle launchpad launch XL F28 377D 79D, ça c'est obligatoirement à définir si vous utilisez la launchpad. Si vous utilisez l'autre carte, la carte d'évaluation que je vous ai montré dans les précédentes vidéos, ben ça c'est pas la peine de le définir parce que c'est pas la carte que j'utilise. Donc si vous utilisez cette carte là, vous cliquez ici supprimer, elle va le supprimer. Voilà, donc là j'ai fait un petit survol sur les configurations, les différentes configurations pour la flash et pour la RAM.
J'espère que ça sera la même chose pour vous. Et c'est important de vérifier ces trucs-là parce que ce sont des choses qui sont très importantes et qui nous fait gagner beaucoup de temps. Donc là, pour l'instant, je vais aller aborder la troisième partie de ce tutoriel-là. C'est commencer à parler de tout ce qui est GPIO et tout ce qui est code. Donc là, j'ouvre le main.c et dans ce fichier-là, le main.c, c'est là où il y a le code que j'ai développé pour faire un petit jeu de lumière sur les deux LED qu'on a sur la carte que j'utilise. Donc là, j'ai défini deux LED, une LED rouge et une LED bleue et un software switch. Donc pourquoi ce software switch? Je vais vous montrer deux manières de programmer, une manière plus rapide qui consiste à utiliser les drivers de TI et une manière plus bas niveau qui consiste à aller directement chercher les registres et écrire dans les registres. C'est vraiment un peu pénible au début, mais ça nous permet de savoir plus en détail l'architecture de DSP et les registres et se familiariser avec les registres parce que c'est important de savoir ce qui se passe derrière. Et après, lorsqu'on a, c'est-à-dire on a une idée générale de comment c'est fait derrière et tout, on peut utiliser les fonctions qui sont déjà prédéfinies et on peut même les utiliser d'une manière plus efficace, quoi. Donc une première fonction, init system control. Donc cette fonction là, il va nous permettre de configurer pas mal de choses, à savoir la clock du DSP. Donc la clock du DSP, je pense que je vais faire un petit tuto sur ça pour l'expliquer plus en détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le DSP il est clocké avec une clock et cette clock là il est soit 10 mégas soit 20 mégas, alors que lui il tourne avec 200 MHz. Donc il y a tout un circuit de PLL à programmer pour qu'on puisse c'est-à-dire c'était la fréquence maximale du DSP, et c'est là où c'est fait. En plus, c'est là où il y a toute la configuration de la flash. Bien, c'est-à-dire si on flash sur la flash, il faut absolument appeler cette fonction là. Deuxièmement, il y a cette fonction là, init GPIO. En fait, lorsqu'on commence, on démarre le DSP, il est très important que tous les inputs soient en mode safe. C'est-à-dire quoi en mode safe? C'est-à-dire que tous les GPIO soient en mode entrée. Imaginons, je vais vous donner un cas de figure simple. Imaginons que notre DSP c'est une carte qui contrôle un dispositif qui a une tension d'entrée de 2000 volts. Alors si je démarre mon DSP alors que j'ai pas encore fait ce mode safe là, si une pin qui est liée à un interrupteur qui a une très haute tension, elle va se mettre à 1, il va saturer ce transistor là et il va passer cette puissance là alors que moi je le connais pas. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre tous les GPIO en mode input. Après, je désactive toutes les interruptions parce que pour l'instant j'ai pas encore tout initialisé, j'ai pas besoin d'avoir une interruption pour l'instant. Je clear tous les périphériques, les PEI des interrupts. Tout ça on va faire des tutoriels où vous allez comprendre, c'est pas grave si vous comprenez pas pour l'instant. On va initialiser la table des interruptions et c'est là on va faire l'initialisation de notre GPIO qui consiste à clignoter la LED rouge et la LED verte. Et donc là, si je clique sur contrôle de mon clavier, je clique, donc il va me ramener vers cette fonction là. Et dans cette fonction là, c'est là où je fais la configuration des deux GPIO que je vais utiliser pour allumer ou éteindre ces deux LED. Donc bien entendu, je vous ai dit que je fais deux configurations, je fais même un switch soft qui s'appelle GPIO config switch. Si je le mets à 1, il va me faire la version légère de configuration, à savoir appeler ces fonctions là qui sont développées par TI. Donc c'est pour utiliser ces fonctions là, donc bien entendu je ne connais pas comment les utiliser, donc il faut faire appel au datasheet. Et pour faire appel au datasheet, donc vous allez ouvrir le datasheet du DSP et vous allez par exemple ici, pour moi j'utilise le GPIO, celui-là. Celui-là, c'est le 31, c'est le GPIO 31. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans le datasheet
pardon, pas ici, ici, dans le datasheet, et je veux mettre le GPIO 31. Je vais mettre le GPIO 31. Donc c'est ça l'index. Si je le mets, c'est-à-dire c'est ça le GPIO, donc il est multiplié avec plusieurs périphériques, mais moi je vais l'utiliser en GPIO. Donc c'est là où je récupère l'index 0 et je viens ici, je dis que 31 va être avec CPU1. Ça c'est très important, c'est obligatoire même, parce que un GPIO par défaut il est lié au CPU1, et si on veut le relier par rapport au CPU2, bah, il faut le mentionner ici. Et là je mets 0. Après je mets le même GPIO en mode output et en mode 1.5, c'est-à-dire il n'y a pas de synchronisation. Pareil pour le GPIO 2. Donc là c'est la version légère de TI. T'as qu'à faire appel à ces fonctions là et ça va marcher très bien. Par contre, c'est-à-dire quand je veux compiler mon projet, donc il va prendre ce code là et il va ignorer ce code là parce que j'ai défini ce flag. Donc moi en fait, ça c'est pour la première partie. Je vais désactiver ce flag là, je vais mettre 0, je vais enregistrer le projet et je vais descendre. Là il va masquer cette partie là, toute cette partie là il va la masquer, et c'est là où c'est vraiment le bas niveau. Donc tout ce qui est fait dans ces deux fonctions là, c'est à peu près ça. Et pour comprendre ça, il faut ouvrir le deuxième datasheet, le user guide, le document qui contient beaucoup de pages. Si on va le résumer comme ça, il faut aller sur General Purpose Input Output, GPIO et Introduction. Donc tous les registres que vous voyez ici, ce sont les registres qui sont là. C'est ça, c'est le GPIO. Ça c'est une pin, du DSP, c'est la 31 pour nous. Et du coup là, il vous donne toutes les possibilités, tout ce qu'on peut faire avec ce GPIO. S'il est en input, s'il est en output, par défaut il est avec le CPU1. Et tout ça, vous pouvez le chercher en détail dans le datasheet. Moi, je peux utiliser la première, mais je préfère vous donner une idée comment les choses sont câblées à l'intérieur pour avoir plus de maîtrise des choses. Donc là, je vais procéder progressivement. Donc le premier registre, c'est le qualification pour les GPIO. Donc ça, c'est le GPIO control. Premier c'est GPIO control, ça c'est qualification pour les pins de GPIO de 0 à 15 pour le port A. Ça c'est la suite de 16 à 32. Ça en fait j'ai mis ça exprès pour vous expliquer. Par exemple là il y a toutes les pins qui sont en entrée, et par exemple moi je veux la pin 31 en sortie. Bah je fais la même chose, je prends tout ça, je fais un copier-coller, je fais un point bit et je fais un 31 et je mets un 1. Donc là il va chercher le GPIO 31 et il va le mettre à 1. Donc ici désactiver ou activer les pull-up, les pull-up, désactiver ou les activer. Par défaut ici vous voyez CPU1, par défaut c'est CPU1 qui gère tout ça, mais on peut le câbler via ce bus là, via CPU1 ou CPU2. Ok, donc ça c'est les pull-up. Après, est-ce que je veux lire ou écrire l'inverse de ce que je vois ou ce que je écris? Donc ça, est-ce que je veux, par exemple, si je veux lire, par exemple, si la pin il a 1 et moi je veux lire 0, bah je lis l'inverse, c'est-à-dire je passe par ce chemin là et ainsi de suite. Et ici, tous ces bits là, tous ces trucs là, en fait j'ai loupé celle-là. Donc all output normal mode. Donc il y a plusieurs modes de câblage du GPIO à l'intérieur du DSP. Ça c'est les hardware qui vont expliquer ça et savoir ça, les différentes possibilités du GPIO, soit open drain, soit enfin je sais pas trop, mais c'est très important de le savoir. Enfin c'est pas trop important non plus. Et les 4 registres là, c'est les registres de sélection qui vous permettent de dire est-ce que c'est avec CPU1 et avec CPU2 ou avec celui-là ou avec celui-là. En fait moi je l'ai fait comme ça, c'est juste pour expliquer, mais rien ne m'oblige de écrire tout ça parce que
quand tu démarres le DSP, par défaut, tout ça c'est à 0, c'est les valeurs par défaut, c'est 0. Donc j'ai pas besoin d'écrire un 0, il écrit c'est-à-dire directement. Il fallait juste regarder le fichier, le registre pardon, de ce truc-là, et vous allez trouver que en reset, il est à 0 ou il est à 1. Donc pas de panique. Après, c'est là où c'est important. Donc tout ça, c'est pour l'initialisation et tout. Mais ici, il faut que je choisisse mon GPIO 31. Est-ce qu'il va être un GPIO? Est-ce qu'il va être avec le CAN? Est-ce qu'il va être avec ça? SD2. Et pour le savoir, on va encore une fois faire recours au datasheet. Et dans le datasheet, par exemple, ici, si je veux que ce soit avec GPIO 31, bah, je fais ce mux là, je le mets à 0. Et je fais ce mux là à 0. Ou je fais ce mix là à 0 et celui-là à 1, celui à 0, celui-là à 2, celui-là à 0, celui-là à combien? 3. Donc toutes ces combinaisons là me permettent de câbler le CPU1 avec la pin 31. Et c'est exactement ce qui est mentionné là. Donc 0 ou 0, 0 ou 1, 0 ou 2, 0 ou 3. Donc toutes ces combinaisons là me permettent d'avoir le GPIO 0 en sortie. Donc c'est ça ce que j'ai fait, 0, 0. Par exemple, si je veux avoir le CAN, bah, je fais le mux, le premier mux, je le mets à 1 et le deuxième, bah, je le mets à 0. Et c'est ça en fait. Le premier c'est à 1 et le deuxième à 0. Donc je vous laisse regarder ça. Regardez, c'est-à-dire si vous intéresse de regarder c'est-à-dire de près, parce que c'est vraiment compliqué. Je le connais, je sais que c'est pas franchement quelque chose qui est facile, qui peut être compréhensible dès le premier pas, mais je vous invite, si vous avez des soucis ou quelque chose, il n'y a pas de problème, vous me contactez, j'ai cherché dans la datasheet, il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour le deuxième GPIO qui va nous permettre de toggler ce GPIO. Donc là, ce qui concerne le code qui est le code le main.c, c'est-à-dire le fichier main.c. Là pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire une compilation de ce projet-là. Je fais un build project. Ça va prendre un peu de temps. Donc quand la compilation sera finie, il fallait regarder ici qu'il y a la compilation qui est réussie, on va dire. Et après pour charger le code sur le DSP, donc dans un premier temps je vais connecter ma carte. Je vais prendre ma carte et je vais la connecter avec mon port USB. Et quand c'est connecté, j'ai le choix, soit sélectionner le projet et cliquer sur ce bouton là, soit je viens ici, je viens dans View, Target Configuration, je clique sur projet 1 et il va me sortir le même fichier de configuration ici. Donc là, soit je clique ici, mais moi en fait je préfère toujours faire ça, je viens ici, je fais Launch. Là, parce qu'en fait il avait été déjà lancé, il me demande est-ce que je peux terminer la première et lancer celui-là. Bah je fais oui, yes. Donc il va terminer celui-là, je vais le supprimer. Et là, vous voyez tous les éléments que sont dans le DSP, le CPU1, le CLA, CPU2, CLA. Donc je clique ici, je fais connecter. Et quand c'est connecté, bah je cherche l'exécutable. Donc en cliquant sur Run, Load Program, et je cherche mon programme. Donc mon programme il est dans la flash. Ici celui-là, le point out. Et je clique OK. OK. Et ici,
il va prendre un peu de temps pour charger le programme. Donc si cette fenêtre elle sort, bah, vous faites rien. Vous pouvez mettre run in background, c'est pas un problème. Mais moi je vais arrêter la vidéo, enfin mettre en pause la vidéo le temps que ça passe. Donc quand il a fini de charger le programme dans la flash, donc on voit qu'il a mis le pointeur sur la première fonction. Et dès que je vais cliquer sur play, bah je vais vous montrer après, c'est-à-dire vous allez voir sur la vidéo à côté que la pin, la LED verte, elle est tout le temps allumée parce que c'est une LED de statut, et la LED rouge et la LED bleue, elle clignote 500 millisecondes chacune. Donc là, ce que je vais faire, c'est-à-dire j'ai utilisé la version, on va dire, bas niveau en utilisant les registres. Je vais, c'est-à-dire activer ce flag là pour que je m'assure que ça aussi, cette partie là, ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur ce truc là, sur ce flag, je le mets à 1, j'enregistre et je compile. Après la compilation, il va me demander est-ce que je veux charger mon code dans la flash de DSP. Bah, je clique yes, et aussi il va prendre un peu de temps parce qu'il va charger le code dans la flash. Donc après avoir chargé le programme, on va faire un petit survol. Donc là il va utiliser la fonction .ti, toggle pin et le nom de la pin. Il va attendre quelques millisecondes. Et ici il va pas prendre en compte tous les trucs qui sont développés ici, qui sont décrits là. Il va prendre en compte ça. Et aussi vous remarquez les deux LED qui clignotent, la LED bleue et la LED rouge. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair dans mes explications. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible ou vous avez un problème dans l'exécution du projet ou un problème de connexion ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de me contacter via le commentaire. Voilà, notre tuto arrive à sa fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas de s'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si tu penses que cette vidéo pourrait être utile pour quelqu'un, n'hésite pas de la partager avec cette personne. Si tu as des conseils, des suggestions, des avis ou des questions, tu peux les laisser dans les commentaires. Et je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Au revoir.